Bonjour à tous et bienvenue à cette réunion d'information sur les concours Access et Sésame. Donc, c'est les deux concours qui vous permettent d'accéder aux meilleures écoles de commerce post-bac. Je me présente, je m'appelle Johan, je suis le directeur de Prépa Campus. J'ai été jury d'admission à l'ESSEC et enseignant de stratégie à l'Université Paris-Dauphine pour les étudiants en L3 gestion pour être précis. Aujourd'hui, je vais vous parler des concours des écoles de commerce et je vais essayer, on va dire, de vous éclairer sur les écoles de commerce en général et les études de gestion aussi en général. Donc, on va commencer en mettant peut-être du contexte et en parlant en fait des différentes possibilités que vous avez quand vous souhaitez faire des études de management. Avant ça, je vais quand même vous préciser une ou deux choses, excusez-moi, je me précipite. La conférence est enregistrée, ce qui fait que je vous enverrai le replay demain. Donc, si vous voulez le revoir ou si vous voulez le montrer à vos parents ou alors à vos enfants si vous êtes un parent, bah, vous l'aurez. Euh, je vous enverrai aussi les slides, le support de la présentation. Donc, ça sert à rien de prendre les slides en photo, vous les aurez demain, hein, il y a pas de souci avec ça. Et si vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez les poser dans le chat. Et à la fin de ma présentation, je répondrai à toutes vos questions. La présentation, elle va durer entre une demi-heure et 45 minutes. Euh, je vous demanderai un moment d'ailleurs si je suis pas trop, si je suis trop rapide ou si je suis trop lent, comme ça dépendra aussi un petit peu de vous. Et à la fin, je prendrai le temps du coup de répondre à toutes les questions. Du coup, on commence. Donc, quand vous souhaitez faire des études de commerce, euh, et que vous souhaitez faire, enfin, vous avez plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est de faire une école de commerce. Quand vous voulez faire une école de commerce, vous avez encore plusieurs choix. C'est soit vous faites une école de commerce post-bac, soit une école de commerce post-prépa. Quand on fait une école de commerce post-bac, on est noyé dans beaucoup d'informations, beaucoup d'écoles qui sont disponibles sur Parcoursup et même hors Parcoursup. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a trois grands types de programmes qui existent. Les programmes en 3 ans, qui sont les licences, les programmes en 4 ans qu'on appelle les BBA, et les programmes en 5 ans qu'on appelle très généralement les programmes grande école. Ça peut avoir un autre nom de temps en temps. Les bachelors, c'est des études en 3 ans, ça donne le grade de licence. Et à la fin de du coup, de vos 3 années de bachelor, vous avez le diplôme de votre école. OK? En France, on n'a pas de très bons bachelors. Les meilleurs bachelors qu'on va avoir, c'est l'ESDEM de Schema. Il y a des étudiants qui font l'ESDEM à Schema et qui après repassent des concours pour essayer enfin, ce qu'on appelle des admissions sur titre pour essayer de rentrer en école de commerce. OK? Dans des programmes plus longs. Dans des programmes grande école, en l'occurrence. Donc, si vous faites l'ESDEM, vous faites 3 ans, et après, bah, soit vous vous arrêtez, soit vous allez à la fac, soit vous passez des concours d'admission parallèle, des admissions sur titre, pour re-rentrer en programme grande école. Et vous n'aurez pas accès aux meilleures écoles de commerce en faisant ça, évidemment. La deuxième possibilité, enfin, le deuxième bachelor, ou la deuxième licence qui est vraiment connue, le deuxième bachelor en école, en fait, qui est connu et qui est réputé, c'est le bachelor de l'ESCP. C'est un bachelor qui est très international, qui est assez demandé. Tous les ans, il est de plus en plus demandé. Il est assez sélectif. En fait, il sélectionne surtout en fait, des étudiants qui vont être bilingues. Les retours que j'ai sont assez variés et j'en ai eu encore récemment des retours. J'ai des étudiants qui vont me dire ça bosse pas trop et d'autres qui vont me dire c'est intéressant. Ok? Donc voilà, c'est les différents retours que j'ai. Quand vous faites le bachelor de l'ESCP, vous faites 3 fois une année dans 3 campus différents. Ok? Donc, c'est très international et c'est pour ça que la sélection se fait aussi beaucoup sur le niveau en anglais ou en langue. Et si vous êtes bilingue dans une autre langue que l'anglais, ça va être valorisé aussi. Et les entretiens d'ailleurs pour le CP sont en anglais directement. Donc ça, c'est pour les licences. Ensuite, vous pouvez faire des programmes en 4 ans, c'est ce qu'on appelle les BBA. En France, tous les meilleurs BBA, sauf un, sont dans le concours Sésame. Quand je dis tous, c'est vraiment les 5, 6, 7 meilleurs sont dans le concours Sésame, sauf un qui est le BBA de l'EDEC, auquel vous pouvez postuler hors concours sur Parcoursup. Et ce qui est intéressant avec le BBA de l'EDEC, c'est que si vous préparez le concours Sésame ou le concours Access, c'est vraiment zéro travail en plus de préparer le BBA de l'EDEC parce que c'est juste le dossier à faire sur Parcoursup. Vous avez un petit questionnaire de personnalité qui n'est pas compliqué, où il n'y a pas de piège et il n'y a rien à préparer que vous devez faire. Vous avez aussi des petites vidéos, enfin, vous avez une toute petite préparation à faire, mais c'est vraiment pas, voilà, c'est pas piégeux. Et sinon, vous avez un entretien, et l'entretien, il est sur le même format que les entretiens pour les écoles d'accès de Sésame, donc c'est pas mal. Les BBA, c'est des programmes en 4 ans qui sont calqués sur le modèle anglo-saxon, où les études durent 4 ans. Et c'est des programmes qui sont très internationaux. À chaque fois, quand vous allez dans un BBA, vous savez que vous allez faire
minimum 6 mois ou 1 an à l'étranger. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose c'est vraiment quelque chose enfin, voilà, de très notable hein, dans les BBA. Euh, En France, pour le coup, on a des très bons BBA. Le meilleur BBA, c'est le BBA de l'ESSEC. C'est un des meilleurs programmes post-bac que vous puissiez faire en école de commerce, si ce n'est le meilleur. OK? Et donc, même si le programme dure 4 ans, ça ne veut pas dire qu'il est moins bien qu'un programme qui dure 5 ans. OK? Preuve en est, je vous ai dit, tout programme confondu, le BBA de l'ESSEC, c'est le meilleur programme ou le meilleur programme ex aequo, disons, avec l'IESSEC. OK? On peut ouvrir le débat là-dessus. Et autre chose de très important, c'est quand vous faites un BBA, vous faites 4 ans, mais la quatrième année n'est pas diplômante en France. Donc à la fin de vos 4 ans, vous aurez une licence et vous aurez les crédits les crédits ECTS liés à votre quatrième année. Ça voudrait dire que c'est comme si vous avez fait un master 1, mais vous n'êtes pas diplômé du master 1, parce que c'est pas un diplôme le master 1. Du coup, il faut compléter avec une cinquième année pour avoir un niveau d'études équivalent master 2 que je vous recommande vraiment quand vous faites des études. Et donc, du coup, pour ça, vous avez la possibilité à la fin, soit de faire les masters. Typiquement, vous pouvez faire votre master spécialisé enfin, dans toutes les grandes écoles, HEC, SEC, ESCP, EDEC, Lyon, tout ce que vous voulez, NOMA, Schema, etc. Vous avez vraiment beaucoup de possibilités pour faire le master spécialisé. Et enfin, la cinquième possibilité, la troisième enfin, troisième grand type de programme, c'est les programmes grande école en 5 ans. Les programmes grande école en 5 ans, ils donnent un grade de master. Et en fait, les programmes grande école en 5 ans, c'est le même programme que ceux qu'on a quand on fait une classe prépa. Le seul truc, c'est que c'est comme si vous aviez 2 ans de prépa intégrée. Et donc, les meilleures écoles que vous trouvez, que vous pouvez faire en 5 ans en post-bac, ça va être des écoles qui sont dans le concours Access et des écoles qui sont dans le concours Sésame, c'est-à-dire l'ISEG, l'ESCA ou le M Normandie, par exemple. Ok. Avec, à titre de comparaison, l'ISEG, c'est du niveau à peu près d'ENSIA, Nantes, qui est la sixième meilleure école. Du coup, si vous voulez faire une école de commerce, le mieux que vous puissiez avoir, c'est l'ISEG ou l'ESSEC. Ça équivaut à pour les écoles de commerce, sachant que ce qui vient après, c'est quand même d'un très bon niveau aussi. Mais le top du top du top du top, c'est après la classe prépa. Et donc, quand vous faites une classe prépa, vous avez donc du coup 2 ou 3 ans prépa, c'est 2 ou 3 années qui vont être, enfin 3 années si c'est redoublé, mais 2 ans sinon, c'est 2 années qui vont être très intensives, où vous allez, euh, comment dire, euh, être 100% focus sur le travail. En réalité, c'est un peu moins de 2 années parce que ça va s'arrêter à peu près en mai, disons, de la deuxième année. Donc c'est quasiment 2 ans, disons. C'est quasiment 2 ans. Et ça demande d'être capable de fournir un effort de travail long, de résister à la pression, mais c'est aussi très enrichissant d'un point de vue intellectuel, la prépa. Et donc certains étudiants sont intéressés par la prépa. Évidemment, et il y a un vrai intérêt aussi intellectuel à la prépa qui peut plaire à certains étudiants. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous souhaitez faire une école de commerce, vous pouvez être tenté de vous dire, soit je fais une prépa, soit je fais les concours. En réalité, vous avez aussi le droit de faire les deux, c'est-à-dire de postuler en prépa et de faire les concours, et vous aurez les résultats sur Parcoursup en même temps des classes prépa et des écoles. Imaginons que vous êtes pris à l'ESSEC ou à l'IESEG et vous êtes admis dans des prépas qui rentrent pas beaucoup de monde dans le top 5 dans le top 5, en fait, vous avez les stats hein, pour chaque prépa de combien d'étudiants rentrent dans le top 5. Si vous voyez que vous avez, je sais pas, 20% d'étudiants seulement qui rentrent dans le top 5, dans la prépa où vous êtes pris, et que vous avez l'IESEG ou l'ESSEC, bah peut-être vous avez intérêt à l'ESSEC ou à l'IESEG directement, et en fait pas prendre le risque de faire 2 ans de prépa pour à la fin avoir une école qui va être moins bien que ce que vous aviez eu en post-bac. Ok. Les écoles de commerce post-bac, ou post-prépa, dans les deux cas, c'est très international hein, pour les programmes BBA et grande école. Et vous allez avoir aussi des grosses périodes de stage. Ok. Donc vous aurez une vraie expérience professionnelle à la fin. C'est aussi des écoles qui sont privées, qui sont payantes, et vous allez compter entre 10 000, je suis gentil, et 15 000 à 20 000 € l'année. Ok. Donc, disons, pour le post-bac, souvent c'est entre 10 et 15 000. Ok. Et quelle que soit l'école que vous faites. Donc vous avez intérêt à faire la meilleure école possible, parce que vous fassiez une école forte ou pas forte, vous allez payer 50 000 € votre scolarité. Enfin voilà. Donc du coup, faut le savoir. Ce qui fait que c'est important de aussi bien préparer les concours quand vous voulez les passer,
parce que vous allez payer 50 000 euros, tant que ce soit pour une école qui soit vraiment intéressante, parce que les opportunités à la sortie, c'est pas les mêmes selon l'école enfin, que vous intégrerez. Ok? Donc c'est important d'avoir ça en tête. Autre filière pour faire des études de gestion, c'est l'université. L'université, donc c'est 3 ans de licence plus 2 ans de master. Il y a toujours un petit concours, hein, pour rentrer en master. En fait, c'est des dossiers, hein, évidemment, pour rentrer en master. Ce qui est bien avec l'université, c'est que c'est gratuit ou quasiment gratuit. La différence entre les écoles de commerce et l'université, elle va être sur plusieurs points. Le premier point, ça va être, bah déjà que c'est gratuit, l'université. Le deuxième point, ça va être que l'université est beaucoup moins internationale, sauf exceptions qui sont Dauphine et Sciences Po. Tous les étudiants ne partent pas du tout à l'étranger, dans les universités. Ok. La troisième différence, c'est que vous aurez aussi moins de périodes de stage, à l'université, mais vous pouvez faire une année de césure pour allonger d'un an et faire un peu plus de stage, mais vous aurez quand même globalement moins de stages, c'est sûr. Et autre différence aussi, c'est que vous avez des cours en petite classe quand vous êtes en école de commerce, vous avez des cours en amphi quand vous êtes à l'université, sauf encore une fois exception, mais vous aurez beaucoup, enfin, comment dire, ça demande beaucoup plus d'autonomie l'université que l'école, où l'encadrement est bien meilleur. Et d'ailleurs, ça se voit beaucoup aussi au niveau de l'administration, où comment dire, l'administration des écoles de commerce, c'est du privé. Et en fait, ils sont là pour vous, aider. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour vous aider. Quand j'étais à l'université, donc moi-même, j'ai fait Dauphine et l'ESSEC, hein. Dauphine et l'ESSEC en première grande école. Et quand j'étais à Dauphine, typiquement, pour demander une convention de stage, c'était la croix et la bannière. Alors qu'à l'ESSEC, il faisait en fait tous les petits trucs pour qu'on puisse réaliser nos projets. Et donc ça fait une... Enfin, on pense que c'est pas grand-chose, mais en fait, ça fait une grosse différence, surtout quand on avance dans le temps. Et, euh, et ce que je vous dis d'ailleurs sur l'université, l'administration, ça s'améliore un petit peu quand on est en master et quand on est dans un bon master, parce que souvent c'est géré par la cellule du master et ça s'améliore à ce moment-là. Mais les 3 premières années, voire les 4 premières années même, en tout cas c'était comme ça à Dauphine les 4 premières années, l'administration c'est quelque chose. Mais mais comment dire, on peut faire des très belles études à l'université. Et c'est important en fait, plus vous allez dans une bonne université, plus ça sera possible de finir avec un diplôme qui est vraiment très fort. Enfin, moi, ça sera plutôt compliqué en fait comme parcours pour finir un diplôme très fort. En fait, quand vous êtes dans le système scolaire, enfin dans le système, euh, j'allais dire scolaire, oui, donc, le système universitaire, le système du supérieur, pardon, il y a quand même moyen de naviguer de l'université à l'école, de l'école à l'université, etc. Il y a plein de ramifications possibles. Plus vous allez partir de quelque chose de fort, et plus ce sera facile de finir vers quelque chose d'extrêmement fort. Mais vous pouvez commencer avec l'université dans un endroit, enfin, avec l'université dans une petite ville de province, être très fort, et puis après changer pour une université meilleure, puis etc. Puis progresser comme ça. C'est juste plus vous commencez à un endroit qui est bien, mieux ça sera. Ensuite, vous avez les BUT en 3 ans. Donc les BUT, ça se fait dans des IUT. Il y a quelques IUT qui sont vraiment intéressants. Euh, donc vous avez un grade de licence à la fin. Si vous voulez continuer vos études, hein, ce que je vous recommande de faire, à part si vous n'aimez pas les études, hein, évidemment, et que vous voulez aller travailler directement. Mais si vous êtes dans un bon BUT, vous aurez la possibilité de faire des admissions sur titre, pas vers les meilleures écoles de commerce, mais quand même, vous pourrez accéder à des écoles ou à des bons masters à la fac si vous êtes bon dans ce que vous faites. C'est pas international du tout, hein, les BUT, pardon, et il y a juste 5-6 mois de stage. Pour les BTS, c'est pour ceux qui veulent vraiment privilégier des études qui sont courtes. Et du coup, si vous voulez faire des études plus longues, vous lancez pas dans un BTS. C'est pas le choix qu'il faudra faire. Ou alors, si voilà, vous voulez vraiment aller plus vite et vous spécialiser et travailler, c'est ce que je vous recommande. Même après un BTS, c'est possible de rebondir, c'est juste c'est plus compliqué. Donc, c'est pas du tout impossible. Mais si vous avez dans l'idée de faire des longues études, commencez pas par un BTS. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, on va parler dans le chat. Est-ce que je suis trop rapide ou trop lent? Ou ok, trop rapide. Alors, attendez, je vais mettre trop rapide. Ok. Ou trop lent. Ok, vous mettez un petit pouce en dessous de la réponse que vous pensez être la bonne. Est-ce que c'est trop rapide? Est-ce que c'est ok? Ou est-ce que c'est trop lent en termes de rythme? Comme ça, je m'adapte à vous après. Ok, j'ai un trop rapide. Et sinon, c'est ok pour les autres. Ok. Bon, je suis trop rapide pour une personne, ok pour les autres. Je vais pas trop ralentir, mais je vais essayer de. Ok. Je vais essayer de faire de mon mieux. Ok. Je regarde. Très bien. Ok. Du coup, si vous souhaitez faire une école de commerce, post-bac,
si vous voulez faire une bonne école de commerce post-bac, pardon, vous avez presque pas le choix en fait, il faut faire le concours Access ou le concours Sésame ou les deux. Du coup, je vais vous présenter rapidement les deux concours. Là, je vais vous faire une présentation un peu grossière et ensuite on va rentrer vraiment dans le détail, ok? Des matières et des préparations. Du coup, dans le concours Access, vous avez uniquement trois écoles, l'IESEG, l'ESCA et l'ESDES. Pourquoi c'est un gros concours alors qu'il y a trois écoles et qu'au concours Sésame, il y en a 16? Bah, en fait, c'est un gros concours parce qu'il y a l'IESEG et l'ESCA. L'IESEG, c'est le meilleur PGE que vous puissiez faire en post-bac. Et il a un énorme avantage, c'est qu'il a beaucoup de places, 1100 places. Et l'ESCA, c'est le deuxième avec le M Normandie, mais c'est le deuxième. Et il a 1100 places aussi. C'est énorme, c'est beaucoup. Pour vous donner un ordre de grandeur, en moyenne, il y a 350 places par école au concours Sésame. Donc, quand vous passez le concours Access et vous passez l'IESEG et l'ESCA, en nombre de places, ça vaut 6 écoles. L'IESEG, 3 écoles, l'ESCA, 3 écoles. Et l'ESDES, il n'y a pas beaucoup de places, il y a 250 places. Et donc, du coup, voilà, c'est une école plus locale, disons. Ok. Vous allez avoir trois épreuves écrites au concours Access ou Accès, les gens ils disent Accès, Access, ça dépend en fait. Dans le temps, ça a évolué, mais c'est Accès qu'il faudrait dire. Or, disons Accès romain, pourquoi pas. Du coup, trois épreuves écrites, l'anglais, la synthèse et la partie raisonnement logique et mathématique. Pour la partie raisonnement logique et mathématique, on y reviendra un peu plus tard, mais c'est important de faire l'aspect maths ou des maths complémentaires. Ok, maths complémentaires, c'est très bien. Faire maths expert, ça sert à rien, franchement. Spé maths, c'est très bien aussi. Si vous êtes en STMG ou si vous avez arrêté les maths, c'est possible de préparer le concours, mais sous certaines conditions. Enfin, en fait, comment dire? C'est possible parce que nous, on a un programme au sein de la prépa qui vous permet de le faire. Mais ça voudra dire aussi que, au-delà des cours qu'on va vous donner, on vous faudra qu'on vous soutienne aussi de manière quasiment individuelle à plusieurs moments clés de la préparation pour qu'en fait vous puissiez rattraper votre retard. Et donc ça, c'est un travail supplémentaire pour nous. C'est moi le prof de maths de la prépa et je le fais tout le temps avec les étudiants. Je ne fais pas payer ça aux étudiants. Mais avant de le faire avec vous, j'ai quand même quelques questions à vous poser. Donc c'est important qu'on puisse en discuter par téléphone. Euh, L'année dernière, j'ai pris plusieurs étudiants de STMG. J'ai même pris un bac pro pour la première fois. Et l'étudiant qui était en bac pro a eu l'IESEG. Et il y a plusieurs étudiants aussi en STMG qui l'ont eu. Donc c'est possible. C'est-à-dire qu'ils ont rattrapé quasiment tout le programme de maths complémentaire. Mais ça a demandé qu'on travaille de manière vraiment régulière et assez intensive pendant l'année. Mais du coup, ils sont même arrivés en école du coup avec un bon niveau en maths. Cette année, ils arrivent avec un bon niveau en maths, ils ont rattrapé tout ce qu'ils avaient rattrapé. Mais donc du coup, je dois faire du cas par cas quand c'est le cas d'étudiants comme ça. Il faut que ce soit des étudiants qui soient vraiment motivés dans le fait de s'investir beaucoup dans leur préparation. Et on leur donne la possibilité de le faire. Mais, mais voilà, j'accepte pas automatiquement un STMG au concours pour le préparer Access. Ok, donc tous les programmes du concours Access, c'est des programmes en 5 ans qui donnent un grade de master, c'est des programmes grande école. Au concours Sésame, vous avez 16 écoles et 19 programmes. Le meilleur programme du concours Sésame, c'est le BBA de l'ESSEC. Ensuite, vous avez d'autres programmes intéressants comme le BBA de l'EDEC, le BBA pardon, pas le BBA de l'EDEC, n'importe quoi, le BBA de l'ESSEC, le BBA de l'EM Lyon, Neoma, Schema, programme grande école de l'EM Normandie. À Neoma, il y a un programme qui s'appelle THEMA, c'est un programme qui est en 5 ans et qui donne un grade de master, mais qui s'appelle pas programme grande école. Pourquoi? Parce que c'est pas le même que le programme grande école de Neoma, en fait, qui est accessible en post-prépa. C'est un programme qui est spécialisé dans le digital. C'est un petit peu spécialisé en réalité, c'est pas généraliste, ok? Donc, quand je vais vous montrer des classements tout à l'heure, le programme de Neoma Thema ne peut pas figurer dans ces classements parce qu'il n'a pas l'appellation programme grande école. Mais c'est un programme qui est intéressant. Vous avez 6 épreuves au concours Sésame, et là, pour le coup, les STMG, ceux qui ont raté les mathématiques, etc., c'est pas du tout un problème. Le programme de maths du concours Sésame est très différent du programme de maths du concours Access. Et moi aussi, je donne les cours de maths d'ailleurs, pour Sésame, et donc du coup, euh, ça n'a rien à voir. Ok. Euh, donc, au concours Sésame, vous avez des BBA en 4 ans et des programmes grande école en 5 ans. Les épreuves écrites des concours, elles se passent mi-avril. Donc l'année dernière, c'était 10 avril pour Access, 15 avril pour Sésame. L'année d'avant, c'était 11 avril et 15 avril. OK? Ensuite, après les épreuves écrites, il y a des épreuves orales qui commencent fin avril et qui se terminent troisième semaine de mai, à peu près. Enfin, pas à peu près. Troisième semaine de mai. Vous avez les résultats au moment des résultats Parcoursup, début juin. OK? En même temps que tous vos autres vœux.
Alors, juste dernière chose, les épreuves écrites se font à distance et sont communes aux différents concours. Donc, quand vous passez les épreuves écrites, c'est pour toutes les écoles d'Access. Et quand vous passez les épreuves écrites de Sésame, c'est pour toutes les écoles de Sésame. Par contre, les épreuves orales, c'est individuel. Enfin, pardon, c'est une épreuve en fait par école. Et vous devez très souvent vous déplacer sur les campus des écoles. Si parmi vous, il y en a qui n'habitent pas en France métropolitaine, vous inquiétez pas, vous avez la possibilité de le faire à distance quand vous êtes dans un lycée français à l'étranger. Et c'est absolument pas problématique et vous n'êtes pas discriminé par rapport à ça. Certaines écoles acceptent qu'on passe les entretiens à distance, mais c'est pas toutes. Ok, c'est des exceptions, disons. C'est pas toutes. Du coup, quand on regarde le classement des écoles avec les concours accès au Sésame, euh, je vous ai mis deux classements parce qu'on différencie les programmes. Vous trouverez jamais un classement qui va mettre ensemble les programmes grande école et les BBA. Par contre, moi, je peux vous donner un petit peu comment dire, de mon expérience pour vous les comparer. Et en fait, il y a plusieurs points de comparaison, hein. C'est les opportunités qu'on a en sortant de l'école. C'est un bon indicateur de si on a une bonne école ou pas. C'est aussi le niveau des étudiants qui rentrent et la sélectivité des écoles. Ça aussi, ça permet de savoir si une école, elle est bonne ou pas. La meilleure école, donc le classement des programmes grande école, le classement que vous voyez en haut, c'était le classement du Figaro de l'année dernière. En numéro un, on a l'IESEG qui est devant vraiment l'ESCA et le Normandie. Il y a un écart, moi, je trouve. Et c'est vraiment la meilleure école que vous puissiez faire en 5 ans, je trouve, en post-bac, sans débat. Ceci étant dit, sur 10 étudiants là, qui sont pris à l'IESEG et à l'ESCA, il y en a 8 qui vont à l'IESEG et il y en a 2 qui choisissent l'ESCA quand même, parce qu'il peut y avoir des bonnes raisons de choisir l'ESCA. Notamment le fait que l'ESCA, ils ont des campus un peu partout en France. L'IESEG, c'est à Lille et à Paris. L'ESCA, ils ont des campus un peu partout en France. Donc, si vous venez de Bordeaux, bah, ou d'Aix, vous avez peut-être envie de faire l'ESCA Bordeaux ou l'ESCA Aix. OK? Et vous pouvez avoir aussi. euh, donc, la stratégie de l'ESCA, de, pardon, d'ouvrir des campus un peu partout. Ils ont aussi un campus à Shanghai, d'ailleurs. L'EM Normandie, qui est troisième et qui, selon moi, est d'un niveau vraiment similaire à l'ESCA, qu'on retrouve dans le concours Sésame, du coup. C'est une école qui monte, hein, honnêtement, qui a quelques campus, qui a un campus à Caen et un qui est à Paris, mais qui ouvre beaucoup de campus à l'étranger. Ils ont déjà fait Oxford, ils ont déjà fait Dublin, ils ont ouvert Boston l'année dernière, ils ouvrent Dubaï, je crois, l'année prochaine ou cette année. Euh, En fait, l'idée, c'est qu'ils se mettent dans des endroits où il y a des très grosses universités, et comme ça, les profs, ils prennent les profs de ces grosses universités pour qu'ils viennent enseigner aux étudiants de la Normandie. Donc, et c'est des programmes, du coup, enfin, les campus à l'étranger, vous avez la possibilité de commencer directement sur les campus à l'étranger, c'est assez demandé, hein, c'est même très demandé, et ça attire des très bons étudiants. Donc, c'est une très bonne stratégie, je trouve aussi. Et en 4, vous avez le MLV. Le MLV, c'est vraiment derrière l'ESCA et le M Normandie. Et c'est assez, comment dire, c'est assez apprécié par les sportifs de haut niveau parce qu'ils font des emplois du temps aménagés pour les sportifs de haut niveau. Il y a d'autres écoles qui le font, mais eux, ils le mettent vraiment bien en avant. Le M Lyon, d'ailleurs, en BBA, le fait. Je suis quasiment sûr. Je suis quasiment sûr que le M Lyon le fait. Je crois que le M Lyon le fait, ouais. Pour les BBA, le classement en 1, on a les SEC. En 2, ils ont mis les DEC. En 3, Schema. En 4, M Lyon. En 5, Neoma. Dans les faits, Schema n'est pas devant le M Lyon. Ok. Les classements, c'est des formules mathématiques, je le dis tout le temps, et d'une année sur l'autre, ils changent beaucoup les classements, alors qu'en réalité, enfin, il y a des tendances qui restent quand même très fortes, mais il y a quand même des changements parfois qui sont, comment dire, étonnants. Et en fait, dans les faits, les écoles, elles ne deviennent pas beaucoup plus fortes d'une année sur l'autre et beaucoup moins fortes d'une année sur l'autre. Ok. Je vais vous donner un exemple. Il y a peut-être 2-3 ans, les decks, ils étaient passés en septième place à un moment, et il y a eu un autre moment où ils étaient égalité avec les secs ex aequo. Alors que, en fait, ça n'a jamais été aussi bon que les secs en billet. Enfin, en tout cas, je trouve. Enfin, pour moi, il n'y a pas vraiment de débat, même là-dessus. Et ça n'a jamais été la numéro 7 non plus. OK? En fait, le vrai classement, ça devrait être ESSEC en 1, EDEC UM Lyon en 2 à égalité, disons. Et ensuite, juste derrière, Schema et Neoma en BBA. OK? Et donc, du coup, j'ai pas mis juste les écoles qui sont dans les concours, hein. J'ai mis toutes les écoles en prenant les classements. Le deuxième classement, c'est un classement d'étudiants. Euh, et donc, du coup, quand on regarde les classements, toutes sont dans les concours Access ou Sésame, sauf les decks qui est hors concours. Ok. Les decks d'ailleurs étaient dans une autre banque de concours avant, qui n'existe plus et ils sont mis en individuel. Voilà. Du coup, maintenant, on va parler des épreuves écrites des concours. Et donc, que ce soit pour Access ou pour Sésame, vous allez avoir de l'anglais.
pour les deux concours, c'est quasiment le même programme. Vous aurez de la grammaire, vous aurez de la compréhension de texte. La grammaire, ça va porter sur la même chose, hein. Ça va être euh, les verbes irréguliers, pardon. Ça va être les différents temps en langue anglaise, la concordance des temps. Ça va être les prépositions. Ça va être les, euh, les qu'est-ce qu'on aura d'autre? Les prépositions. On va avoir j'ai eu un bug, excuse-moi, j'ai un bug. Bon, voilà. Ça va être vraiment, enfin, ça va être vraiment tout ce qu'on retrouve dans la grammaire classique. Ouais, excusez-moi, c'est les faux amis que je cherchais. On a beaucoup de questions sur les faux amis. Et donc, du coup, en fait, pour être bon au concours, faut pas être bilingue en anglais, en fait. Faut être juste très fort en grammaire. Et donc, du coup, nous, quand on prépare les étudiants, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on leur fait un stage intensif pendant les vacances scolaires où on revoit toutes les règles de grammaire. Pour chaque règle de grammaire, on fait des exercices ciblés sur les notions qu'on a vues. Et à la fin, on s'entraîne sur des sujets complets. Et ensuite, pour que les étudiants ils puissent continuer de progresser jusqu'au concours, le prof me fait un retour individuel sur chacun des étudiants pour me dire sur quel point est fort, sur quel point les étudiants sont forts ou faibles, individuellement évidemment. Et ensuite, nous, on a une plateforme avec des exercices ciblés pareil sur chaque point que les étudiants doivent améliorer et des entraînements. Pour les cours d'anglais, ils sont en moyenne 6 par cours. Pour le concours Access, par contre, le format du concours, il est assez particulier. C'est que vous aurez 50 questions avec 4 propositions vrai-faux et 25 questions sous la forme de QCM. Je vous ai mis un exemple de question. Vous voyez, A, B, C, D, ça c'est juste une question pour chaque proposition. Il faut dire si la proposition est correcte ou pas. Ce qui fait qu'une question, en fait, c'est 4 questions. Ce qui fait que vous devez faire 50 questions avec 4 propositions. Donc ça fait l'équivalent de 200 vrais ou faux, plus 25 vrais faux en QCM. OK? Donc c'est extrêmement long et vous n'avez pas le temps de réfléchir. Là où au concours Sésame, vous avez 40 questions en QCM à faire en 30 minutes et vous avez 30 minutes pour faire votre deuxième langue aussi. La deuxième langue, c'est la seule matière qu'on travaille de Sésame, hein. C'est la seule matière qu'on ne travaille pas avec les étudiants de prépa campus parce qu'en fait, il y a 10 LV2, hein, espagnol, portugais, italien, chinois, russe, hébreu, etc., arabe, etc. Et donc, du coup, en fait, on va pouvoir vous donner du contenu pour vous entraîner. Mais par contre, on va pas le préparer avec vous. Souvent, c'est pas un gros coefficient, c'est un petit coefficient même dans les écoles. Mais c'est quelque chose sur lequel on peut vous guider, mais on ne vous donnera pas de cours directement. Euh, Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Euh, sur Access, sur les 50 questions avec 4 propositions, il y a 10 questions, c'est de la compréhension de texte. Donc, un texte, 5 questions, un texte, 5 questions. Sur Sésame aussi, vous aurez quelques questions qu'on ne retrouve pas au concours Access quand même. C'est des questions sur les actualités du monde anglo-saxon. Ok. Vous avez toujours 3 4 questions comme ça sur les 40. Sachez, sachez que la préparation est tellement, enfin, le type d'exercice est tellement similaire entre Access et Sésame, c'est tellement un programme similaire qu'on travaille ensemble et ça se travaille très très bien les deux en même temps pour les concours. Après, on vous entraîne aux deux formats selon si vous passez les deux concours ou pas, bien évidemment. Ensuite, vous avez les épreuves de synthèse. Je les ai réunies, mais en fait, elles sont très différentes. C'est juste que comme ça, je ne vous fais pas 50 000 slides. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que la partie document, c'est un peu la même que ce soit pour Access et pour Cédam. En tout cas, ça se ressemble. En fait, au concours Access, vous allez avoir un corpus de 10 à 15 documents qui vont être sur un thème précis. Donc, imaginons que le thème, c'est l'intelligence artificielle. Souvent, vous aurez, allez, disons, 12 documents écrits, une illustration. OK. Vous n'avez pas de consigne. La seule consigne que vous avez, c'est rédiger une synthèse en 350 mots, plus ou moins 10%. C'est-à-dire entre 315 et 385 mots. Il faut utiliser aucune connaissance personnelle, que ce qu'on retrouve dans les textes, et interdit de citer les textes directement ou enfin, de reprendre des passages de texte. Ok, c'est très très court, 350 mots, hein, c'est une page manuscrite. Et donc, en fait, la méthodologie de l'épreuve, tout va être dans la prise de notes, la capacité, on va dire, à mettre les documents en relation les uns avec les autres, et ensuite à être capable d'avoir un plan qui va être très très efficace et qui va être où vous allez pouvoir faire votre restitution. Dans votre restitution, il faudra prendre des exemples concrets. Il faudra aussi, euh, comment dire, mettre en avant les textes les plus importants. Il y a une hiérarchie dans les textes. Certains textes sont très importants, d'autres beaucoup moins. Ok. Donc il y a des textes qu'il faut absolument pas rater. Il y a des textes qui pourront peut-être ne pas apparaître dans votre synthèse de document et c'est pas grave. Tous les ans, on a des étudiants qui ont 20 à cette épreuve. Donc vraiment, quand vous avez la bonne méthode, vous pouvez être efficace. Donc vous avez le droit à un brouillon, bien évidemment, pour cette épreuve-là.
Et l'orthographe, ça compte, mais si vous faites des fautes d'orthographe, si vous êtes par exemple dysorthographique, vous serez pas non plus trop pénalisé ou ça vous coulera pas votre concours. Vous perdrez des points, vous aurez pas 20, ça c'est sûr, mais si c'est vraiment, si vous avez vraiment bien fait votre travail, vous serez pas, saqué pour ça, disons. OK? Pour le concours Sésame, donc l'épreuve elle dure 3 heures, ce qui est assez long quand même, ce qui nous laisse le temps de bien travailler. Pour le concours Sésame, l'analyse documentaire, je dirais, c'est plus technique. Vous avez 2 heures et je vous ai mis 15 à 25 documents. C'est plutôt 25 documents écrits et 10 documents iconographiques ou alors des photos ou alors des, euh, des dessins, des illustrations, des, qu'est-ce qu'on peut avoir? Des graphes, etc. OK? Euh, donc c'est énormément de données. Énormément de données. Contrairement au concours Access, vous aurez les titres des documents, etc. Ça vous donne un peu plus d'informations sur ce qu'il y a dans les documents quand même. Vous avez même une bibliographie à la fin, chose que vous n'avez pas pour le concours Access. Vous devez répondre à des questions en fait au concours Sésame, donc c'est pas du tout la même épreuve que pour Access, et vous n'avez pas le droit à un brouillon. Vous pouvez juste surligner les documents sur votre logiciel. Du coup, vous avez trois types de questions, des questions de repérage, des questions d'analyse, des questions de synthèse. Les questions de repérage, c'est on vous pose une question et vous devez trouver directement les informations euh, dans le texte. C'est pas très compliqué, mais ça vaut pas beaucoup de points. Donc typiquement, si le corpus il est sur l'intelligence artificielle, on va vous demander, je sais pas combien Apple a racheté de startups d'intelligence artificielle en 2023. Dans un des documents, il y aurait écrit noir sur blanc, Apple a racheté 11 startups d'intelligence artificielle en 2023. Je dis au hasard, je ne sais rien. Mais du coup, la méthodologie pour pouvoir trouver facilement l'information, c'est aussi de vous aider, bah, par exemple, de la bibliographie. Dans la bibliographie, si vous voyez qu'il y a un document qui parle d'Apple ou qui parle des GAFAM, par exemple, bah, ça veut peut-être dire que, attention, la réponse, elle va être à ce moment-là. OK? Ou s'il y a un document qui parle de la Silicon Valley, et du rachat des startups, l'intelligence artificielle, il faut peut-être regarder à cet endroit-là. Donc, du coup, la bibliographie va vraiment vous aider. Et pareil, la méthodologie, ça va vraiment être de essayer de comprendre de quoi va parler le sujet en premier, de lire les questions qu'il y a dessus, et ensuite, on va se plonger dans les documents. Moi, j'aime bien me plonger dans l'ordre dedans, même si c'est pas du tout moi qui donne les cours d'analyse documentaire, et que les profs seront vous conseiller de manière beaucoup plus fine que moi, mais ensuite, d'aller aussi chercher les informations là où vous pensez que vous les trouverez. Ensuite, on a les questions d'analyse, c'est beaucoup plus dur et ça vaut beaucoup plus de points. Les questions d'analyse, en fait, il peut y avoir plusieurs réponses correctes. Donc, j'ai mis un exemple de question, par exemple. Et vous allez avoir 4, 5, 6 propositions. Et imaginons qu'il y a 3 bonnes réponses. Si vous avez les 3 bonnes réponses, vous avez tous les points. Si vous avez 2 bonnes réponses sur 3, vous avez 2 tiers des points. Une bonne réponse sur 3, un tiers des points. Mais si vous avez même les 3 bonnes réponses et une erreur, c'est zéro. Donc du coup, il faut faire hyper attention à pas mettre de mauvaises réponses dans ce que vous dites. OK? Euh, donc si vous avez un doute, vaut mieux ne pas répondre sur une proposition. Vaut mieux en prendre que 2 ou le 3 et avoir 2 tiers des points plutôt que prendre le risque de tout perdre. Autre chose d'important, hein, sur la synthèse de documents, sur l'analyse documentaire, pardon, c'est que les réponses peuvent se trouver dans plusieurs textes. Ok, donc il faut être super attentif et faire attention aussi à où on doit chercher les réponses. Et enfin, le troisième type de question, c'est question de synthèse, mais là, la synthèse, elle était écrite pour vous, contrairement au concours Access. Et il faut juste compléter en choisissant la bonne problématique, le bon titre parti, ou en remplaçant même ce qu'il y a dans les trous. Et en fait, ce qui va être important pour être efficace sur cette partie-là de l'épreuve, ça va être enfin, il faut garder en tête que tout est dans la nuance. Ce qui fait que si on vous propose 4 problématiques, il y en a peut-être une qui va être un peu hors sujet ou qui montrera que vous n'avez pas bien compris les documents. Il y en a une qui va vous paraître juste. Il y en a une, ça sera la bonne. Et il y en a une, enfin, la première va peut-être la deuxième va peut-être vous paraître juste en fait, mais elle ira peut-être pas assez loin. Elle reprendra pas tout ce qui a été dit. La deuxième, la troisième, du coup, elle va peut-être ça sera peut-être la bonne. Et la quatrième, en fait, elle aura l'air d'être la bonne, mais elle extrapolera un peu ce qui a été dit dans les textes. Ok. Et donc, du coup, en soi, faut faire attention, c'est vraiment une question de nuance. Pareil, quand vous devez compléter des textes, parfois, en fait, vous allez avoir des mots qu'on va vous proposer, vous aurez l'impression que c'est des synonymes, sauf qu'en fait, il y a peut-être un mot qui va être très jargonneux, un mot qui va être pas dans le bon registre de langue, qui aura pas le bon ton, et un mot qui va peut-être plus correspondre à ce qui se dit au niveau d'écriture de la synthèse. Donc si la synthèse est très jargonneuse, il faudra prendre le mot jargonneux. Si la synthèse, elle vulgarise plus, bah, il faudra prendre le mot que tout le monde pourra comprendre plus facilement. Voilà. Donc faut faire attention aussi au style.
Et donc ça, c'est une méthodologie qui est tout à fait différente, où c'est pas la prise de notes qui va être importante, mais être capable de lire de manière très rapide et de pouvoir trouver des informations très facilement. Et donc du coup, si on enchaîne avec les épreuves de raisonnement, raisonnement logique et mathématique pour Access, sachez que donc c'est moi le prof, hein, de ces épreuves-là, et les mathématiques, ça se travaille mieux dans le temps. Donc, contrairement à la synthèse et à l'analyse documentaire qu'on travaille aussi en stage intensif comme l'anglais en groupe de 5 ou 6, les épreuves de raisonnement, le raisonnement logique et mathématique, donc là pour le coup c'est ma matière, on le travaille de manière hebdomadaire entre début novembre et le concours. Ok? Donc c'est 18 semaines de cours quand on enlève les vacances. Euh, le fait de travailler régulièrement, c'est ce qui est le plus efficace pour être vraiment bon en mathématiques et pour faire vraiment progresser les étudiants. Et ça nous permet aussi de voir des étudiants qui ont des difficultés, enfin pour les étudiants qui ont des difficultés, ça nous permet aussi de corriger les difficultés et d'avoir le temps, voilà, de continuer de progresser et de travailler. Et donc c'est vraiment l'idéal pour progresser dans le temps, de commencer le plus tôt possible. Et donc, c'est pour ça qu'on commence les cours en novembre, c'est très bien. Ça nous laisse 6 mois, c'est vraiment parfait pour pouvoir très bien travailler cette partie-là, qui est la matière la plus importante des épreuves écrites du concours Access, c'est 45% des épreuves écrites. Vous avez trois parties en raisonnement logique et mathématique, une partie purement logique. Là, je vous ai mis un exemple de question. En fait, pour pouvoir faire cette partie-là, vous allez utiliser ce que vous avez appris en maths, les fonctions, les probas, ça peut vous aider, mais vous allez aussi utiliser des outils. Enfin, nous, on va vous apprendre des outils qui vous permettent de répondre efficacement aux questions. Donc là, je vous ai mis un exemple de question. Si vous voulez le faire chez vous, de toute façon, je vais vous envoyer les slides, vous pourrez regarder. En fait, vous pouvez le faire avec vos connaissances de terminale, sauf que ça va être très long enfin, ça va être très long à faire pour vous. Pour les quatre propositions, normalement, vous avez 8 minutes. Ça va être très long et vous allez sûrement trouver ça très très dur. Mais si on vous a appris à faire un diagramme de veine, bah dans ce cas-là, ça devient beaucoup plus facile et ça se fait largement en 8 minutes. Donc c'est ce que nous, on vous apprend à faire. Parfois, pareil, on va vous apprendre à faire des logigrammes avec deux conditions ou avec trois conditions, ce qui est un peu plus particulier. C'est vraiment de la logique pure, mais c'est très utile. Et il y a des types d'exercices même qui sont très différents et qui ont l'air carrément pas trop mathématiques. Les exercices type menteur-vérité, euh, ça ressemble à des énigmes en fait parfois. Ok? Donc ça, c'est la partie raisonnement logique et mathématique. Raisonnement logique, pardon. Pour les mathématiques, ça va ressembler pour le coup là à votre programme de maths complémentaire. Sauf qu'il n'y aura pas les suites. Et contrairement aux maths de lycée, il y a zéro rédaction vu que c'est un vrai faux. Et vous aurez par contre des calculs qui vont être plus techniques que ce que vous ferez au lycée. Vous avez une calculatrice qui est intégrée hein, dans le logiciel sur lequel vous avez passé le concours ou sur laquelle vous pourrez faire des opérations simples uniquement. Ce ne sera pas votre calculatrice à vous, vous pourrez faire des additions, des multiplications, des divisions et des puissances, quoi. Ok. Euh, Ça, le fait de travailler cette partie-là, qui est un gros morceau hein, quand même de la préparation, c'est la moitié de nos cours, hein, ça va être sur les maths. Ça vous aide pour le lycée, clairement. OK? Et la dernière partie, c'est la partie problème, où en fait, là, on va vous présenter des notions de mathématiques que vous ne connaissez pas. On va vous expliquer comment les utiliser. Et vous devrez, dans le problème, utiliser les notions de la même manière que l'exemple que vous avez et interpréter les résultats. OK? Et ça, c'est un type d'épreuve qui est super intéressant, enfin, un type d'exercice qui est super intéressant, mais que vous n'avez pas du tout l'habitude de faire en terminale ou au lycée en général. Donc, nous, pour travailler ça, ce qu'on fait, c'est qu'on vous met dans ces situations-là. On va vous apprendre, en fait, à réfléchir sur le moment, à comprendre ce que vous faites et ensuite bah, à essayer d'appliquer ce qui a été donné dans l'énoncé. Et donc, du coup, notre but, c'est pas d'essayer de deviner ce qui va tomber dans le problème, mais c'est en fait vous familiariser avec cet exercice-là pour que le jour J, ça soit juste un problème en plus, un problème de plus, et vous avez l'habitude, en fait, euh, de faire ce type d'exercice-là. Si vous regardez les annales aujourd'hui du concours Access, ça va vous paraître ultra dur, c'est normal. Vous n'avez pas commencé à vous préparer et vous n'avez même pas commencé votre année de terminale, et c'est technique, mais ça se travaille très bien. Ok. Pour le concours Sésame, en fait, j'ai réuni dans raisonnement en maths, français, compétences digitales, mais en fait, c'est pas, comment dire, c'est trois épreuves différentes, hein. C'est juste que les maths, les français, les compétences digitales, pour Sésame, on les travaille aussi en cours hebdomadaire. En fait, pour les cours hebdomadaires, que ce soit pour Access ou pour Sésame, on donne des cours du lundi au vendredi. Un étudiant qui viendrait par exemple que le lundi au concours Access ou que le lundi au concours Sésame, il ferait tout le programme. Donc par exemple, pour le concours Sésame, on va commencer, on va faire d'abord les maths, après on va faire le français, après les compétences digitales par exemple. Un étudiant, le cours du mardi, c'est le même que le cours du lundi. Un étudiant qui viendrait le mercredi ou le jeudi, c'est le même cours mercredi ou jeudi. Il ferait le même programme, mais pas dans le même ordre et pas avec les mêmes exercices. Je m'explique. Si un étudiant il fait Sésame
Donc le lundi, on commence par les maths, après on fait le français, après les compétences digitales. Bah, peut-être que le mercredi et le jeudi, on va commencer par le français, après on va faire les compétences digitales, après les maths. Donc, si un étudiant il vient le lundi et le mercredi, donc, il peut venir 2 fois par semaine. En fait, ça lui fera juste des révisions de venir une deuxième fois, ce qui fait qu'il n'aura pas besoin non plus de s'entraîner tout seul chez lui, parce qu'en fait, les révisions, c'est comme si il les faisait directement avec nous, avec un prof. Et en plus, la partie course sera la même, qui reverra, mais à un autre moment de l'année. Et par contre, on aura changé tous les exercices et toute la correction, et toutes les corrections du coup. Et donc, ça va vraiment entraîner. Ok? Donc ça, c'est vraiment hyper bien. Et c'est pareil pour le concours Access. Et le vendredi, c'est encore différent. On fait aussi tout le programme. Et on va peut-être commencer cette fois-ci par les compétences digitales. Après, on fera les maths et après le français. Ok? Et donc, vous pouvez venir jusqu'à 3 fois dans la semaine. C'est des cours d'1 heure pour Sésame, des cours d'1 heure pour Access. Et c'est le soir. C'est de 18 à 19 et de 19h15 à 20h15. Et on alterne. Par exemple, le lundi, 18h, c'est Sésame et 19h15 c'est Access. Le mardi, c'est 18h Access, 19h15 Sésame. Et c'est le même cours le lundi et le mardi. Donc, du coup, vous avez forcément un cours tard qui vous permettra de faire ça. Attendez, excusez-moi de vous déranger. Et oui, on est le dimanche, et donc les dimanches, les conférences, je n'étais pas du bureau, mais ça peut nous amener à bref, à des petites pauses mignonneries. Vous n'avez pas vu, mais c'était très mignon. Euh, et donc du coup, ouais, voilà. Il y a une partie quand vous préparez au concours avec nous, il y a une partie que vous faites en cours hebdo, une partie que vous faites en stage intensif. On essaie de prendre le meilleur des deux mondes. Donc, c'est des cours d'1 heure, comme je vous l'ai dit, et vous avez la possibilité de venir autant que vous voulez. Plus vous venez, nous, plus on est content, parce que plus vous serez entraîné. Donc, vous ne payez pas plus cher parce que vous n'êtes plus en cours. Au contraire, vous êtes les bienvenus à tous les cours. Je vous ai mis un exemple de question de maths pour le concours Sésame, étant donné que c'est moi qui l'ai fait. En fait, les maths de Sésame, là où Access était très, très, comment dire, poussé en termes de, ou c'est plus poussé en termes de technique, disons. Les maths de Sésame, si vous avez arrêté les maths en seconde, vous pouvez tout faire. Ok? Mais en fait, ça va pas ressembler à des exercices, ça ressemble à des casse-têtes, à des petits problèmes. Ok? Donc là, je vous ai mis un exemple de question. Fatih va à l'école, elle y va en bus et rentre en voiture. La vitesse moyenne du bus sur son trajet est de 25, sur son trajet aller, c'est 25 km/h. Au retour, elle roule à 100 km/h. Quelle est sa vitesse moyenne sur le trajet aller-retour? J'ai presque envie de vous laisser. Normalement, vous avez 2 minutes pour faire ça. Si je vous laissais là 2 minutes pour le faire, essayez de le faire rapidement pour l'exercice chez vous. Je dirais que 80-90% des gens, ils vont faire 25 plus 100 divisé par 2, 62,5 km/h. C'est la vitesse moyenne. C'est faux. En fait, si on roule 1 heure à 25 km/h et 1 heure à 100 km/h, notre vitesse moyenne est bien de 62,5 km/h. Sauf que c'est un trajet aller-retour. Donc imaginons notre trajet fait 100 km. À l'aller, on met 4 heures, si on fait du 25 km/h, et au retour, on met 1 heure. Ok? Donc en tout, on aura fait 5 heures de trajet, et on aura fait 100 km à l'aller sans retour. On aura fait 200 km en 5 heures. 200 divisé par 5, on fait du 40 km/h. C'est sa bonne réponse. Et donc, encore une fois, techniquement, c'est pas très compliqué comme question, mais c'est un peu astucieux. Et le nombre de questions au concours Sésame, il est un peu fini. C'est toujours les mêmes thèmes qui remontent, enfin, qui reviennent. En même temps, il y a un programme, hein. Et donc, du coup, nous, on vous prépare à tout ce type d'exercice-là pour que vous ne soyez pas surpris par les énoncés, que vous soyez capable d'être vraiment performant sur ces exercices-là. Et donc, des étudiants même qui ne sont pas forcément très forts en maths en terminale, ils peuvent avoir des 16, 17, 18 au concours Sésame quand ils donnent vraiment les moyens. Euh, Tous les ans, on a des notes très très fortes enfin, en général, mais en mathématiques en particulier. En fait, quand vous êtes un maître enfin, comment dire, quand vous êtes entraîné sur tous ces types de questions-là, vous pouvez être super performant, en fait. Et en fait, surtout quand vous comprenez ce que vous faites, en fait, vous pouvez être vraiment très performant. En français, vous avez 40 questions en 30 minutes. Ça va être euh, de la grammaire, hein, de l'orthographe, de... Il y aura aussi un peu de vocabulaire, les locutions latines, les expressions de la langue française. Pour avoir un peu des mots un peu compliqués, on peut vous demander la définition. Et vous aurez aussi un peu de littérature. Donc, ce que vous avez fait au bac français, ça peut vous servir pour avoir des questions sur les auteurs, sur les courants littéraires, sur les figures de style, par exemple. Ok. Les compétences digitales, c'est 20 questions qu'on fait en 20 minutes. C'est un peu calqué sur ce qui se fait à la certification PIX en terminale. Vous allez avoir de la programmation. Il y a beaucoup de questions type algorithme plus que programmation, des algos. Mais c'est pas très compliqué, mais bon, ça demande un certain entraînement. Je sais que ça pose pas mal de difficultés aux élèves. L'année dernière, on a même, à la demande des élèves, fait un cours en plus juste avant le concours sur les algos. Parce que il y a plein d'étudiants qui ne se sentaient pas confortables avec ça, alors qu'on les a déjà bien travaillés.
Mais quand on peut faire des cours supplémentaires nécessaires hein, pour vous aider, bah, on le fait. Et à la fin, ça s'était bien passé, évidemment. Il y a des questions aussi sur les bases de données. Il y a des questions sur la création de contenu. Donc, typiquement, les formules dans Excel, toutes les fonctions avancées sur les logiciels de traitement de texte comme Word ou comme PowerPoint. On va poser aussi des questions sur la sécurité, sur l'environnement numérique, sur, comment dire, aussi le, le digital et le bien-être, ok? Euh, les règles de bonne conduite, le harcèlement digital, etc. C'est des sujets qui peuvent tomber. Aussi sur l'impact écologique du digital. Et donc, la dernière épreuve, c'est la culture générale, c'est sur les enjeux contemporains au concours Sésame. C'est 30 questions en 40 minutes, c'est des questions sur les actualités des 10 mois avant le concours. Donc du coup, ça, on peut pas le travailler sur la fin d'un stage intensif parce que ça s'arrête fin mars le programme. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait 8 séances les week-ends, euh, soit le samedi de 11 heures à midi et demi, soit le dimanche de 18 heures à 19h30. Et enfin, en fait, on propose les deux, mais c'est la même chose. C'est les étudiants qui choisissent là où ils veulent aller. Et on fait 8 séances entre janvier et fin mars. Ok? On donne des fiches de révision aux étudiants avec toutes les informations nécessaires pour qu'ils puissent réviser derrière. Et en fait, vous pouvez même les imprimer avant le cours si vous voulez. Mais surtout, le but, c'est que pendant le cours, vous puissiez vraiment écouter le prof qui donne aussi d'ailleurs des cours à l'ESSEC, hein, de culture générale pour les étudiants qui passent les concours de la fonction publique. Et, et pardon, bref, excusez-moi. Et donc, du coup, euh, je suis à deux doigts d'aller gronder des enfants, en fait. J'arrive. J'ai aucune autorité avec les enfants de 5 ans. Mais bon, j'arrive pas à vraiment les gronder. Et donc, du coup, et sur les enjeux contemporains, ça va être vraiment sur les actualités des. Je suis désolé hein, de ces interruptions, franchement, c'est pas hyper professionnel. J'interviens jamais le dimanche, enfin, normalement. Là, je le fais, mais j'ai des enfants, donc je peux pas non plus aller au travail, disparaître, revenir. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui comprennent ça. Et donc, du coup, sur les enjeux contemporains, il y a 30 questions en 40 minutes sur les actualités des 10 mois avant le concours. Et le prof, en fait, quand il fait le cours, il va essayer d'expliquer aux étudiants. Donc, on travaille sur des thèmes, en fait. On fait 7 thèmes et le huitième cours, on reprend tout ce qui a été, tout ce qui a été vu avant. Et typiquement, si le thème, je sais pas, c'est la géopolitique, il va expliquer toutes les actualités liées à la géopolitique qu'il y a eu les 10 derniers mois. Mais en fait, il va essayer de rendre le cours, enfin, on rend le cours intéressant et participatif. Et donc, du coup, en fait, le prof, il va essayer d'expliquer aux étudiants quelles sont les différentes parties prenantes sur un différent sujet, comprendre la relation qu'il va y avoir entre ces parties prenantes. Et en fait, si un étudiant comprend la situation, il pourra répondre aux questions qu'il y a dessus derrière. Et le but, c'est pas de faire du par cœur bête et méchant, mais en fait, au contraire, on essaie de faire quelque chose de vraiment intéressant où les étudiants peuvent intervenir aussi. Mais sachez qu'on ne peut jamais tout couvrir hein, sur les enjeux contemporains, sur les actualités. En moyenne, on couvre 75-80% des questions qui tombent le jour J. Ok? Il y a 20% de questions qu'on ne peut pas anticiper. Typiquement, il y a quelques années, il y avait une question sur c'est l'exemple, je prends toujours le même exemple, c'est sur on avait demandé, ça nous a marqué, quelle est la profondeur de la piscine la plus profonde de France. Alors, je ne sais pas quelle actualité il y a eu en lien avec ça, mais bon, voilà. Ça peut tomber, on ne sait pas on sait pas quoi faire. Pour le concours Access, en fait, à l'oral de l'IESEG, il y aura des questions sur les actualités. Et il y a une épreuve spécifique aussi à l'ESCA, et c'est pour ça que c'est utile. Mais c'est au moment des épreuves orales, pas au moment des épreuves écrites. Ok. Tous les cours hein, qu'on fait dans le jeu contemporain, c'est des week-ends, mais on les enregistre aussi. Ce qui fait que si vous ratez un cours parce que vous êtes en week-end, bah, vous pouvez accéder à l'enregistrement quelques jours après. Les cours, ils sont en live, évidemment. Mais on enregistre toujours tous nos cours, pareil pour les cours hebdo. Comme ça, si vous voulez réviser, vous pouvez revoir le cours. Donc, du coup, il n'y a aucun problème avec ça. Du coup, si vous souhaitez vous préparer seul au concours, vous avez plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est l'application Concours Sésame pour le concours Sésame et les annales sur le site d'Access. Donc, l'application Concours Sésame, elle est plutôt bien faite. Elle vous permet de travailler sur tous les différents thèmes.
Le seul truc, c'est qu'elle va avoir des points forts et des points faibles. Point fort déjà, c'est que je trouve que pour les langues, c'est vraiment bien fait et c'est utile. Et pour l'analyse documentaire, c'est vraiment bien. Enfin, il n'y a pas de partie cours en soi, mais il y a pas mal d'entraînement. Pour les maths, les compétences digitales, le français, en fait, ils ont changé le format il y a 2 ans, ce qui fait qu'il y a très très peu de questions, en fait. Et donc, du coup, vous faites un sous-test, et peut-être que les sous-tests, ils font 10 questions sur la plateforme, sur l'application. Vous refaites un autre sous-test de 10 questions juste après. En fait, il y a trois quatre questions que vous avez déjà fait juste avant. Ok? Donc, vous allez très vite tourner en rond. Euh, pour, euh, pour les enjeux contemporains, c'est carrément inutile parce que ça va être des questions sur les actualités de l'année d'avant ou d'il y a 2 ans, ou d'il y a 3 ans. Donc du coup, ça vous aidera pas à vous préparer, mais ça peut vous aider juste à voir c'est quoi le type de questions qui tombent. Donc vous faites un ou deux sous-tests et enfin un ou deux tests de 10 questions et c'est tout quoi, ça suffit largement. Pour Access, ils n'ont pas fait d'application, mais les annales sont disponibles. Il faut faire attention par contre à certaines choses. La première chose, c'est que ça va vous paraître très dur si vous vous lancez dans les annales tout de suite. C'est bien de les regarder en fait, comme ça vous savez c'est quoi le niveau d'attendu. Mais les corrections sont pas détaillées et du coup, vous allez vous casser les dents dessus et c'est complètement normal. Deuxième chose, c'est que le programme, il a changé en 2020 ou 2021 pour les maths. Et donc, du coup, les annales antérieures à 2021, le programme de maths, il y a plein de types d'exercices qui ne sont pas du tout au programme. Ok, donc il faut faire attention à ça. Il y a aussi, c'est possible de télécharger aussi le programme de maths de l'année sur le site d'Access. Mais du coup, faites attention à ce que vous faites. Mais c'est ce que je vous ai dit, c'est maths complémentaires moins les suites. Il y a des livres aussi pour s'entraîner, ils sont pas très à jour, honnêtement. Les livres les plus connus, c'est le Grand Manuel du concours Sésame, le Grand Manuel du concours Sésame, Access, la Bible du concours Sésame et la Bible du concours Access. Je préfère le Grand Manuel à la Bible, mais les deux sont pas très à jour, honnêtement. Les parties courtes peuvent vous servir, vous aider un petit peu. Ils refont une édition tous les ans, mais franchement, quand vous regardez les concours et quand vous regardez ce qu'il y a dans les livres, il y a quand même un écart. Ok, donc faut faire super attention à ça. Ça peut vraiment vous aider pour la partie cours. Peut vous donner quelques petits quelques petits bons conseils, quoi. Mais c'est pas incroyable non plus. Pour les comptes, enfin sinon les réseaux sociaux, ça peut vous aider à vous préparer. Pour l'anglais, BBC Learning English, je trouve que ça aide vraiment pour l'anglais. Vous allez vraiment apprendre des choses qui peuvent vous servir au concours. Donc je recommande. Pour les actus, Hugo Décrypte, c'est très bien. Il y a L'Heure du Monde aussi en podcast qui peut vraiment vous aider pour la partie actualité en jeu contemporain. Pour la partie raisonnement, sur le site de Prépa Campus, il y a alors j'aime pas trop les réseaux sociaux. Vous êtes peut-être venu suite à une pub que vous avez vue sur les réseaux sociaux. Mais en fait, ça prend beaucoup de temps et c'est pas la partie qui m'intéresse le plus de mon métier. Donc pendant un moment, j'ai fait plein de conseils sur la partie raisonnement sur le site de Prépa Campus. Je pense qu'on va peut-être un peu les réactiver cette année, les réseaux sociaux. Mais ça prend du temps et je préfère mettre mon temps dans le temps que je vais passer avec les élèves, avec les parents, avec les profs, plutôt que sur les réseaux sociaux. Donc, ne vous attendez pas, disons, à ce qu'il y ait du contenu qui soit produit tout le temps sur nos réseaux. Mais par contre, c'est vraiment, comment dire, vous allez vraiment y trouver des choses utiles. Sinon, il y a la chaîne YouTube Ed Academy, hein, plus que l'Insta, sur lesquelles il y a c'est tenu par deux profs, franchement, de maths qui sont trop forts. Enfin, j'aime beaucoup. Moi, je donne les cours de maths, donc franchement, je le dis sincèrement, ils sont bons. Et ils donnent plein d'astuces. Alors, c'est pas focus sur les concours, mais vous pouvez apprendre des choses qui vous serviront pour les concours. Je trouve ça hyper cool ce qu'ils font. Et c'est fun. Et sinon, bah, pour les étudiants de la prépa, en fait, nous, on a une plateforme qu'on met à votre disposition avec bah, tous les replays de nos cours hebdo et des enjeux contemporains. Mais aussi, on a pré-tourné aussi toutes les notions de cours qu'il faut connaître dans toutes les différentes matières. Et on vous a fait aussi des fiches d'exercice pour chacune, bah, pour chaque sujet en fait qu'il faut préparer, hein, pour chaque point qu'il faut préparer, et avec des vidéos de correction, avec des corrections PDF. Je vous donne un exemple. Si vous souhaitez faire je sais pas, de la géométrie, vous n'êtes pas bon en géométrie, bah pour la géométrie d'Access et pour celle de Sésame, parce qu'il y a de la géométrie dans les deux, c'est pas la même chose, et bah vous allez avoir un cours de géométrie, une vidéo qui dure 15 minutes qui explique, ou 20 minutes qui explique toutes les notions de géométrie, et vous aurez trois fiches d'exercices avec, bah pour Sésame, peut-être une trentaine d'exercices. Pour Access, ça va être 9 exercices, avec 4 propositions à chaque fois, où en fait, vous aurez des exercices avec du coup des corrections PDF vidéo. Ce qui fait que vous faites les exercices, vous regardez sur le PDF, vous avez bon ou faux, et ensuite sur la vidéo, il y a des chapitres, hein, séquence par séquence, question par question, pour aller directement à la correction de ce que vous voulez. Donc c'est parfait pour s'entraîner. Il y a aussi des fiches de révision
avec des fiches de cours en fait pour les différentes matières. Et il y a des sujets complets pour s'entraîner à fond. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour vous préparer. Si vous avez le contenu de la plateforme, vous avez besoin de rien d'autre. À part l'application du concours César, moi je trouve que c'est bien. C'est un truc que vous pouvez faire dans votre lit avant de vous coucher de temps en temps, ça peut vous aider. Et les annales du concours Access, vous les faites à la fin de votre préparation parce que c'est bien aussi. Ok. D'ailleurs, les annales, on va faire des corrections vidéo détaillées du coup dans l'année qu'on mettra sur notre site gratuitement disponible à tout le monde. Ok. Sur notre site aussi, vous allez retrouver, on a déjà commencé à le faire, on va en rajouter toute l'année, des fiches détaillées sur les différentes écoles. Ok. Euh, Qu'est-ce que je dois vous dire de plus sur la préparation? Je pense que c'est déjà bien. Du coup, si vous souhaitez vous préparer avec Prépa Campus, on a des offres Club Sésame, Club Access ou Access Sésame si vous voulez faire les deux. Sachez que normalement, il y a 40 places parce que c'est l'offre, comment dire, qu'on garde pour les premiers étudiants qui s'inscrivent dans l'année. Et donc avant, en fait, on ouvrait, c'était des étudiants qui étaient en septembre qui pouvaient accéder à cette offre. 40 places, fin septembre en général, on terminait. Là, cette année, c'est en fait tous les ans, en fait, les étudiants s'inscrivent de plus en plus tôt, je pense, avec le bouche à oreille, parce qu'ils veulent avoir leur place. Et cette année, en fait, on s'est rendu compte que bah, avant le mois de septembre, là, on est 31 août, on a déjà complet sur Club Sésame, Club Access et donc du coup Club Access Sésame. Et donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on ouvre une deuxième classe. Au lieu de faire l'offre plus chère qui coûte 300 euros de plus et qui est similaire, on ouvre une deuxième classe des clubs pour le mois de septembre. Enfin, en fait, jusqu'à qu'on n'ait plus de place, qu'après, on aura trop de monde sur les cours hebdomadaires, donc on devra arrêter. Donc, c'est la dernière classe qu'on ouvre. Et il y a déjà plus de 50 inscrits sur Sésame. Il doit rester quelque chose comme 25-27 places pour sur Sésame, sur 80 du coup. Et pour Access, il doit rester quelque chose comme 35 places. OK? Donc voilà, je vous préviens, peut-être 35-37 places sur Access. Je sais pas les chiffres exacts, mais c'est à peu près ça l'ordre de grandeur. Ça fait qu'il reste des places, mais ça s'est rempli très très vite cette année. En fait, ça s'est rempli. Euh, Là, ça fait une semaine qu'on a commencé à communiquer. On a rempli, je sais pas, 25 places sur les deux concours. Et il y a eu peut-être 25 personnes aussi, enfin, même plus du coup sur César et sur Access, mais cumulé. Il y a plein de monde qui sont inscrits en fait dès mai-juin, en fait, c'est juste au bouche à oreille. Ok? Du coup, quand vous faites la préparation Sésame, vous avez les cours hebdo, le stage d'anglais et d'analyse documentaire et le module d'enjeux contemporains. Pareil pour Access, hein, sauf que les cours hebdo, c'est pas les mêmes et que le stage, c'est anglais synthèse au lieu de faire anglais analyse documentaire. Et si vous faites Access plus Sésame, et bah, du coup, vous avez trois modules de stage. Et un module de stage, en fait, vous choisissez soit vous le faites pendant les vacances de décembre, soit vous le faites pendant les vacances de février, hein, les stages. Et donc, du coup, l'anglais, c'est 2 heures par jour sur une semaine. Et enfin, chaque matière, c'est 2 heures par jour sur une semaine. Donc, si vous faites anglais analyse documentaire, ça fait 4 heures par jour sur une semaine à faire en décembre ou février. Access, ça serait pareil, 4 heures, anglais, synthèse. Si vous faites Access plus Sésame, c'est 6 heures, anglais, synthèse, analyse documentaire. Vous avez la possibilité de faire l'anglais, enfin de faire une des matières, l'anglais, la synthèse, l'analyse documentaire sur une semaine, et faire les autres matières sur une autre, par exemple. Faire une partie en décembre, une partie en février pour répartir. Ok. Les stages intensifs, c'est en présentiel ou à distance au choix. En présentiel, c'est au métro République à Paris. Sinon, ce sera à distance. Vous êtes en moyenne 6 parcours, comme je vous l'ai dit. Sur les cours hebdo et les enjeux contemporains, c'est que à distance. Ok. Vous allez être en moyenne une vingtaine d'étudiants par cours, à peu près, sur les cours hebdo. Une vingtaine d'étudiants par cours. Vous pouvez être plus, vous pouvez être moins, c'est vous qui vous répartissez comme vous voulez. Il y a des cours du lundi au vendredi, le soir, comme je vous l'ai dit. Et pour faire tout le programme, il faut faire 1 heure Access, 1 heure Sésame, si vous faites les deux. Mais si vous voulez vous entraîner plus et faire 2 heures Access, 2 heures Sésame, ce qui est même l'idéal quand vous vous entraînez, et bah du coup, c'est 4 heures par semaine que vous répartissez comme vous voulez. Et donc, du coup, si vous avez tout sur le même jour, bah, vous pouvez être 35. Ça arrive pas en général, mais je vous le dis. Et si vous laissez tous un jour, vous pouvez être 5 sur un autre jour. Vous avez compris l'idée. C'est-à-dire que bah, c'est vous qui vous répartissez comme vous voulez. En moyenne, vous êtes une vingtaine par cours. Vous êtes 80 étudiants à tourner sur 5 séances. Ok. Euh, Tout le suivi, la préparation, il se fait avec moi. Donc, après chaque période de stage, je vous envoie un débriefing complet de comment ça s'est passé, vos points forts, vos points faibles, est-ce que vous devez travailler jusqu'au concours. Donc, c'est individualisé, bien évidemment. Si vous êtes largué en maths, et tous les ans, il y en a des étudiants qui ont des difficultés en mathématiques, je vous prends en individuel pour vous expliquer ce que vous n'avez pas compris entre les séances. OK? Même les jours, il y a les jours en dehors des cours, enfin, en dehors des cours. OK? C'est pas payant, c'est gratuit, c'est le suivi. Si vous avez des questions sur les autres cours, vous pouvez poser vos questions au prof. C'est admissible ou remboursé. C'est-à-dire que si vous me préparez Access et vous avez trois écoles, enfin vous mettez les trois écoles, si vous êtes admis nulle part, on vous rembourse. Pour Sésame, il faut mettre 5 écoles. Vous pouvez mettre les 5 plus fortes. Si vous êtes admis nulle part, on vous rembourse la totalité. Pour Access Sésame, vous mettez 5 écoles comme vous voulez. Si vous avez. Voilà. OK? Pourquoi admissible ou remboursé? Pardon, parce que c'est des préparations aux écrits.
On prépare aussi aux oraux. Les préparations aux oraux, c'est des préparations qu'on lance en mars, hein. Vous aurez votre place, si vous la voulez, pour, euh, pour préparer, évidemment. C'est des préparations qu'on fait en individuel avec des profs qui ont été jurés d'admission en école, jurés, pardon, en école ou en prépa. On a tous la même méthodologie pour vous préparer. C'est extrêmement efficace, on a 100% de réussite aux oraux depuis plusieurs années. Et en fait, il faut 3 séances pour un étudiant qui est vraiment à l'aise à l'oral, 5 séances pour un étudiant qui est vraiment pas à l'aise à l'oral. Ok? C'est 120 € la séance, ce qui fait que c'est 360 € si vous faites 3 séances, c'est 600 si vous en faites 5. Et si vous devez faire plus que 5 séances, au-delà de 5 séances, c'est avec moi et c'est gratuit aussi. Vous ne pouvez pas payer plus. On ne vous enverra pas en fait faire votre oral si vous n'êtes pas prêt. Donc on vous le dira si vous n'êtes pas prêt. Et si vous faites des séances en plus, on ne vous les facture pas, mais on les fait. Ok? Tous les ans, c'est 2, 3, 4 étudiants qui ont besoin de ça. Et on le fait avec grand plaisir. Ok. Et donc, du coup, bah, ce que je vous invite à faire, c'est juste taper Prépa Campus sur Google, aller regarder les avis. Il y a plus de 100 avis. Ces avis, l'année dernière, j'ai pas mis la slide à jour, mais vraiment, vous prenez les avis dans l'ordre comme vous voulez. Vous verrez ce que pensent les gens de nous. Il y a plus de 140 avis. Euh, que des 5 sur 5. Il y a un seul 4 sur 5. C'était la première fois cette année. C'est une étudiante qui a tout eu et à qui ça s'est très bien passé. Je pense c'est un misclick, qu'elle voulait mettre 5 sur 5, qu'elle a mis 4 sur 5, mais vous pouvez voir son commentaire si vous descendez. Et elle a juste écrit dans son commentaire, c'était super, j'ai tout eu, merci Prépa Campus. Voilà. Sinon, que des 5 sur 5 sur plus de 140 commentaires. Et tous les étudiants de Prépa Campus ont obtenu leur 3 premiers choix en 2024. Je vous ai dit, c'est une slide l'année dernière. En 2025, c'est pareil. Ok. On a eu 65% de réussite à l'IESEG, 97% à l'ESCA, 100% à l'ESS. Et sur le concours Sésame, on a eu 25% de réussite à l'ESSEC, sachant que le dossier compte, hein, pour Sésame. Je ne vous l'ai pas dit, mais et même pour Access, mais ça compte, c'est faible pour Access. Mais pour Sésame, le dossier compte entre 5 et 30% selon les écoles. Ok. L'ESSEC, c'est 30%. Et donc, du coup, si vous n'êtes pas ceux qui vont à l'ESSEC, c'est ceux qui ont un bon dossier, ceux qui sont très forts au concours. On a eu l'année dernière des étudiants qui n'auraient pas dû être prêts à l'ESSEC, qui étaient avec des 13 de moyenne et qui ont fini à l'ESSEC parce qu'ils ont eu des 17 de moyenne au concours. Ok. Mais si vous partez de 10, ça va pas être possible. Voilà. Euh, 25% de réussite, c'est juste 3 fois et demi la moyenne nationale de personnes admises à l'ESSEC, c'est 7% normalement. Pour vous inscrire à Prépa Campus, il faut me contacter par téléphone. Ok? Il n'y a pas d'inscription il y a pas d'inscription, je vous mets mon numéro dans le chat. Il n'y a pas d'inscription en ligne, c'est fait exprès parce que je veux être sûr que vos attentes sont réalisables et que je prends des étudiants motivés. Je ne fais pas de sélection sur comment dire, sur les académiques, sur le profil académique, mais quand je vois un étudiant qui sait pas trop dans quoi il se lance, ou quand je vois que c'est le plan des parents, que l'étudiant il n'est pas à fond dedans, etc., c'est moi qui vais passer les concours avec vous et qui vais être en contact avec vous toute l'année. Je sais que le programme il va être plein. Je veux faire ça avec des gens qui soient motivés. Et ce sera plus agréable pour moi parce que c'est moi qui. Ça va être ma vie avec les 6 prochains mois entre novembre et avril avec vous. Donc je veux juste être sûr que tout est OK, que vous sachiez dans quoi vous engager en termes de charge de travail aussi. Et une fois qu'on a tout validé, soit avec les parents, soit avec l'étudiant, là ensuite vous pouvez vous inscrire. Ok, donc maintenant j'ai fini avec ma présentation. Est-ce que j'étais trop long? J'étais super long, j'ai fait 1h04, je suis vraiment désolé. Euh, je vous invite à poser toutes vos questions dans le chat, je vais prendre le temps de répondre à toutes les questions. Et je vous remercie déjà par avance d'avoir pris déjà 1h05 avec moi un dimanche. Euh, c'est très gentil de votre part. Et j'espère que ça vous a été vraiment utile. Donc du coup, première question. Alors, vous pouvez poser des questions aussi sur les écoles, les concours, sur tout ce que vous voulez, hein, il n'y a pas que les préparations, ok? Profitez-en. Même si c'est un peu en dehors d'Access Sésame, je peux peut-être vous aider à répondre. J'ai quand même une vision sur ce qui est études de commerce, même ingénieur d'ailleurs, mais ça on en parlera à un autre moment, mais j'ai une bonne connaissance du sujet. Où se déroulent les cours hebdomadaires? Peut-on y assister à distance? Donc les cours hebdomadaires, c'est que à distance, et les stages intensifs, c'est soit en présentiel, soit à distance. Alors je suis désolé, je vous ai laissé la possibilité de modifier mes slides. Et vous l'avez fait. Alors attendez, est-ce que je peux changer ça? Euh, bon, c'est pas le moment. Ok. Voilà. Je vous invite à pas modifier les slides. Où se déroulent les cours hebdomadaires? Donc du coup, donc, les cours hebdomadaires à distance, les stages intensifs soit en présentiel, soit à distance. En présentiel, ça au Métro République à Paris.
Et on ne mélange pas des étudiants en présentiel avec des étudiants à distance, évidemment. Si vous êtes en présentiel, vous serez qu'avec des étudiants en présentiel. Si vous êtes à distance, vous serez qu'avec des étudiants à distance. Est-ce que des mauvaises notes en bac français sont pénalisantes? Vous pouvez même me les donner, vos notes, si vous voulez. Je pourrais vous dire, en réalité, ça ne va pas jouer en votre faveur d'avoir eu des mauvaises notes au bac français, mais c'est pas du tout éliminatoire. Loin de là. Ok? Voilà, 7 et 8, typiquement, ça va pas du tout jouer pour vous. Sachez qu'il y a des écoles pour lesquelles la note de dossier, c'est 5%, hein. Donc ça aura quasiment aucun impact. Et il y en a d'autres pour lesquelles ça peut avoir de l'impact, mais si votre dossier il est très bon à côté de ça, bah, c'est très bien. Si votre dossier il est pas bon à côté de ça, bah, vous n'aurez pas une bonne note de dossier. Et donc il y a certaines écoles comme l'ESSEC qui vous seront fermées sur le concours Sésame. Pour les concours, quel est le niveau d'anglais nécessaire? C'est de l'anglais de terminale. Niveau d'anglais de terminale nécessaire. OK? D'un point de vue grammatical, il y a des questions qui vous paraîtront très dures, d'autres plus accessibles. C'est normal en fait, c'est juste que c'est un concours. Vous n'êtes pas censé avoir 20 en anglais d'ailleurs. C'est quasiment impossible d'avoir 20, enfin, d'avoir bon à toutes les questions du concours Access, c'est quasiment impossible. Même si vous êtes bilingue, vous ferez forcément une ou deux erreurs, tellement ça peut être piégeux. Mais pour avoir 20, faut pas avoir bon partout, faut juste avoir mieux que les autres. Et en fait, c'est les personnes les plus performantes qui auront 20. C'est comme ça qu'ils font. Ok? Euh, Bonjour, mon enfant, un PAP est-il pris en considération pour le tiers-temps? Oui, vous avez le droit à un tiers-temps pendant les concours. C'est au moment où vous ferez vos inscriptions sur Parcoursup qu'il faudra demander votre tiers-temps. Je ferai une réunion pour les étudiants de la prépa sur Parcoursup où je vous expliquerai en fait, je vous l'ai pas dit, mais on vous aide aussi à faire vos dossiers sur Parcoursup. Et en fait, on relit vos lettres de motivation, c'est moi qui le fais d'ailleurs, et qui les corrige, et je vous donne j'annote vos lettres de motivation, etc. Et en fait, comme tout le monde se pose les mêmes questions sur Parcoursup, ce que je fais tous les ans, c'est que j'organise fin décembre, début janvier, une conférence sur Parcoursup pour les étudiants de la prépa, où je vais vous expliquer comment vous devez faire vos inscriptions, comment vous pouvez demander votre tiers-temps, et je vous expliquerai aussi comment vous devez rédiger vos différents documents. Donc typiquement pour les lettres de motivation, je vous explique quel type de plan vous pouvez faire. Je vous donne des exemples de lettres de motivation d'anciens étudiants que j'ai floutés. Et je vous fais des retours en live et je vous explique ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, pourquoi c'est pas bien, pour que vous puissiez comprendre concrètement comment vous devez faire vos lettres. Ensuite, ça sera à vous de faire vos lettres et vous pourrez me les envoyer et je vous les corrige. Et ça fait partie du suivi, encore une fois. Et donc, du coup, votre tiers-temps sera pris en considération. Du coup, Roman demande quand sont les jours de cours. Il y a cours du lundi au vendredi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vous avez évidemment pas besoin de venir tous les jours. L'objectif, en fait, c'est que vous puissiez être flexible sur votre emploi du temps. Et les cours, ils sont de... Si vous faites les horaires, le lundi et le jeudi, bon, ça, c'est écrit sur notre site aussi, hein, mais le lundi et le jeudi, c'est de 18h à 19h Sésame, 19h15 à 20h15 Access. Mardi, mercredi, c'est le contraire. 18h, 19h Access, 19h15, 20h15 Sésame. Et le vendredi, c'est décalé d'une demi-heure. 17h30, 18h30 Access, 18h45, 19h45 Sésame. Ok? Donc c'est le soir, ça vous permet d'avoir au moins un, voire deux cours facilement auxquels vous pouvez participer. Ok? Et donc le but, c'est que bah, si vous voulez venir plus qu'une fois, c'est ce que je vous invite à faire, même si vous pouvez venir deux fois, c'est très très bien. Trois fois, c'est incroyable. Et voilà. Mais si vous pouvez venir même, voilà, même si vous avez accès Sésame, hein, vous venez deux fois dans la semaine, ça fait 4 heures par semaine. C'est pas plus lourd qu'une option. On vous donne pas de devoirs entre les cours. Le seul moment où vous aurez des devoirs, c'est les 5 dernières semaines avant le concours parce que c'est là où on met le coup de collier. Mais nous, on n'est pas là pour vous épuiser. C'est hyper, comment dire, euh, c'est hyper, euh, oh, le mot m'échappe. Enfin, les cours, ils sont hyper dynamiques. Il y a beaucoup d'interactions. C'est hyper interactif, pardon, c'est ça le mot que je cherchais. Les cours sont hyper interactifs et donc, du coup, vous êtes amené à participer tout le temps pendant le cours. Et les cours, ils passent très vite. C'est des cours d'1 heure. Donc ça, très vite. Du coup, bonjour pour l'IESEG, le concours est donc Access. Ouais, bien sûr, c'est le concours Access pour l'IESEG et le concours Sésame pour l'ESSEC. Mais il y a d'autres écoles très intéressantes dans les deux concours. Access, c'est IESEG, SK, SDS. Sésame, c'est le reste. Est-ce qu'une année d'études à l'étranger favorise l'admissibilité aux grandes écoles? En fait, si vous êtes sportif de haut niveau, si vous avez, euh, comment dire, si vous avez fait oui, si vous avez vécu à l'étranger, si vous avez créé des business, etc., ça va apparaître dans votre projet personnel motivé. Et donc, ça sera pris en compte et ça aura de la valeur pour les écoles. Et donc, en effet, ça va être favorisé. OK? Juste tiens à vous dire, on me demande souvent, par exemple, est-ce que c'est important de passer, par exemple, est-ce que si je passe mon TOEIC, ça va améliorer mon dossier?
En fait, non, étant donné que pour l'anglais, par exemple, le truc c'est un test d'anglais, pour l'anglais, vous allez être testé au moment du concours, donc ils s'en foutent un peu de votre TOEIC à ce moment-là. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas besoin de faire une prépa ad hoc pour les decks? Préparer Access ou Sésame vaut pour les decks, c'est bien cela, je vous le confirme à 100%. Sachant qu'en plus, je vous expliquerai ce que vous pouvez faire pour les decks. Enfin, vraiment, vous avez rien à préparer de plus. Euh, En fait, il n'y a pas de concours pour les decks, hein. C'est juste un entretien, un dossier et un petit questionnaire à faire. Et il faut pas un petit, mais un questionnaire à faire. Et pour les oraux, en fait, c'est vraiment sur le même format qu'Access ou Sésame, donc du coup, c'est vraiment zéro travail en plus. Et en fait, dans ma manière, en plus, quand je guide les étudiants et je réponds à toutes vos questions sur ça et tout, je parle tout le long des decks, parce qu'il y a plein d'étudiants qui sont intéressés par les decks aussi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Combien de candidats à l'ESSEC? 13 000. Pour 1 000 personnes qui sont prises. Et en fait, après, il n'y a pas 1 000 places, hein. C'est juste que. Enfin, 1 000 personnes qui sont admissibles aux oraux, je crois. Pardon. Mais encore une fois, vous arrêtez pas là, hein. On fait beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que. Je sais plus exactement, il y a combien de places cette année, ça doit être 350-400 places. Voilà. Et je sais plus exactement combien il y avait d'étudiants. Je vous ai dit, ça vous paraît très dur, mais en fait, sachez que dans la prépa, on a 25% des gens qui y arrivent. Donc si vous avez un très bon dossier ou un bon dossier, en fait, vous avez de très très bonnes chances d'être pris à l'ESSEC parce que le dossier ne vous bloque pas. Nous, le fait de se préparer sur l'année, c'est sûr à 100% surperformer sur le concours. Et en plus, si vous prenez enfin, si vous faites l'effort de travailler, vous aurez des bonnes notes aussi. Si vous avez des bonnes notes partout dans votre vie, vous aurez des bonnes notes aussi au concours en travaillant bien. Et donc, du coup, vous serez pris. Si vous avez un dossier qui est à 14, c'est chaud. Mais ça se fait complètement. Cette année, on en a eu plein, des gens qui étaient à 14 et qui ont été prêts à l'ESSEC. C'est juste, c'est pas automatique, je vous le garantis pas, je vous le signe pas, hein, quoi. C'est pas gravé dans le marbre, mais vous avez toutes vos chances. Si vous êtes à 11, c'est très très chaud. À 13, parfois j'ai l'impression que c'est impossible, mais j'ai des étudiants qui le font. Enfin, que c'est pas que c'est impossible, mais que c'est très très dur. Mais on a toujours, en fait, dans l'autre des étudiants qui arrivent encore une fois, qui ont 17 de moyenne au concours. Donc, en fait, même avec leur dossier à 13, ça passe pour l'ESSEC sans problème. Pas sans problème, je sais pas, mais ça passe en tout cas. Mais en fait, en fonction du profil, Prune, je pourrais affiner la stat pour l'ESSEC. Si vous me dites j'ai 16 de moyenne, c'est pas 25% vos chances, c'est plutôt 65 ou 70% au moins. 75% peut-être. Si. Donc notre programme, il est sur toute l'année, il n'est pas en stage intensif. En fait, c'est exactement ce que je vous expliquais. Il y a certaines matières comme les mathématiques, on les travaille beaucoup mieux dans le temps que sur un stage intensif. Donc on propose aussi des programmes en stage intensif, pas à ce stade-là de l'année, parce que en fait, c'est pas le plus efficace et que en fait, c'est beaucoup mieux de travailler en cours hebdo. Mais plus tard dans l'année, quand on sera au mois de janvier, si quelqu'un veut s'inscrire, je le prendrai en stage sur le mois de février. Par contre, ça sera pas, comment dire, ce sera des stages que je devrais faire, qu'on fera en petits groupes, on fera super attention à l'étudiant, on l'aidera à travailler en dehors des cours. Mais c'est pas aussi spectaculaire en termes de réussite que, enfin, comment dire, que quand on travaille dans le temps. Donc, on favorise toujours le travail dans le temps. Et il y a certaines matières comme les enjeux contemporains où c'est juste stupide de travailler en stage intensif. Déjà, c'est trop d'informations. Mais en plus, en fait, vous pouvez pas faire tout le programme si vous le faites en février. Ça finit fin mars. Donc il vous manque un mois et demi du programme. C'est un problème quand même. Donc, enfin, c'est stupide. J'exagère, mais c'est pas. Il vous manque 15% du programme minimum. Donc c'est problématique, du moins. Et oui, donc du coup, on travaille dans l'année. Et donc la prépa, elle commence début novembre, juste après les vacances de la Toussaint. Et ça vous emmène jusqu'au concours. Et je précise quand même que, en fait, avant le début enfin, avant début novembre, on fait quelques cours
gratuits de manière ponctuelle. En fait, j'en organise 4-5 en général. Le but, c'est que moi, ça me permet de rencontrer des étudiants. Les étudiants, ça permet aussi de voir un peu à quoi vont ressembler les concours. Je leur demande pas de travailler avant novembre, ça sert à rien. Enfin, c'est pas nécessaire. En fait, on a le temps en 6 mois de déjà très bien travailler. C'est déjà une prépa longue, hein, sur 6 mois. Et en fait, on fait juste quelques séances en fait gratuites, voilà, avant pour se mettre un peu en jambe, se rencontrer et commencer. Si les étudiants ils viennent, c'est bien. S'ils viennent pas, c'est pas grave parce que tout ce qu'on fait pendant ces séances-là, on le refait en plus avancé, en plus détaillé pendant la préparation. Ok? Et donc ça, c'est la première chose. Après, il y a autre chose aussi, c'est que on va travailler aussi sur, avant le début des cours, je vais faire une séance de méthodologie où je vais expliquer aux étudiants comment préparer un concours, ce qu'ils doivent faire pour être efficaces dans leur travail. Et ça leur servira aussi pour leur étude supérieure, bien évidemment, mais aussi pour le lycée. Parce qu'il y a plein d'étudiants qui passent beaucoup de temps à réviser en faisant des choses qui ne sont pas forcément hyper euh, euh, rentables, disons. Et donc, je vais leur expliquer aussi comment gagner un peu en méthodologie. Et vous allez voir que les étudiants, enfin, pour les étudiants qui nous écoutent, vous allez voir, vous allez prendre en maturité et en efficacité aussi au cours de l'année, et ça vous aidera dans toute votre scolarité. Euh, et juste aussi avant le début des cours, je ferai aussi des séances où je reverrai des bases de mathématiques qui sont censées être des acquis. Mais comme je sais que tous les ans, il y en a qui ont des lacunes, bah, du coup, je vais pouvoir revoir ça et identifier aussi peut-être quelques étudiants qui ont des difficultés et les aider à travailler dès le début. Ok. Romain demande, est-ce que la prépa aidera également pour passer le bac avec l'aspect maths? La prépa pour le concours Sésame, ça vous aidera pas, ça n'a rien à voir. Pour le concours Accès, ça va vraiment vous aider sur pas mal de choses. Pour l'inscription, est-ce que je dois parler avec l'enfant ou avec les parents? Le parent, c'est suffisant. Je peux parler juste avec le parent, mais en fait, si je parle avec les parents, il faut qu'il ait les bulletins sous les yeux, il faut qu'il puisse, en tout cas, faut qu'il connaisse le parcours académique de son enfant. Ok? Donc, qu'il connaisse les notes de bac français, les notes, le niveau d'anglais, les spé que fait l'enfant, ses notes de spé, etc. Donc, il faut un peu préparer ça, c'est tout. Et après, sinon, je peux discuter directement avec les parents sur la question. Ok? Mais enfin, en tout cas, il n'y a rien à préparer hein, avant de s'appeler, mais j'aurais quand même pas mal de questions à vous poser, aussi bien que vous aurez des questions à me poser, évidemment. Mais parce que j'ai besoin d'en savoir un peu sur l'étudiant pour j'aurai aussi des choses à vous dire, hein, d'ailleurs, pour que ce soit vraiment bien clair et que voilà, vous sachiez à quoi vous attendre pour l'année que vous allez passer avec nous. Il n'y a pas de surprise et le résultat à la fin, il sera au rendez-vous. Mais c'est juste que je veux pas avoir des. Enfin, encore une fois, le nombre de places, il est limité. En fait, la limite, on va l'atteindre tôt, en réalité. On va participer à des salons, notamment le salon de l'étudiant et peut-être le salon du Figaro en octobre. Je pense que c'est plus euh, disponible à ce moment-là, hein, tout simplement. Ce sera plus, on pourra pas faire. En fait, on est limité par le nombre d'étudiants et donc du coup, ça nous permet de entre guillemets de sélectionner. J'aime pas trop ce mot-là. C'est pas, on vous sélectionne pas, mais c'est juste que je veux pas me mettre en galère avec des étudiants qui veulent pas être là en fait. C'est tout. Et je veux pas aussi avoir, pour que les étudiants soient pas déçus à la fin, il faut qu'il y ait des attentes qui soient réalistes. Et donc, en fait, vous verrez au téléphone qu'on va être ambitieux, mais quand un truc, je pense qu'il est très difficile à atteindre ou pas possible, je vous le dirai. Comme ça, si vous êtes OK avec ça, bah vous êtes OK. Si vous n'êtes pas OK avec ça depuis le début, bah en fait, c'est pas grave. Je n'ai pas envie de vous vendre du rêve, j'ai envie de, voilà, de vous dire ce qui va être possible. Je pourrais vous donner des probabilités de succès, mais au moins vous savez à quoi vous attendre. Et en général, personne n'est déçu. Combien d'étudiants suivez-vous par année? Bah là, l'année dernière, en fait, selon les programmes, le suivi il est différent. Donc, mais l'année dernière, on a préparé en tout 140 étudiants à Sésame, 90 à Access. Et on a à peu près deux tiers des étudiants qui font, 60% des étudiants qui font les deux concours. Et en fait, il y a beaucoup d'étudiants en fait, qui ont arrêté les maths et qui font pas Access, qui font juste Sésame. Euh, ou alors, il y a des étudiants qui sont intéressés que par une école dans Sésame, qui est l'école dans leur région juste à côté de chez eux, et aussi pour Access d'ailleurs. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont les deux écoles en commun. Les deux concours en commun, pardon. Et donc, du coup, avec ce programme-là, je vais prendre 80 étudiants sur Access, 80 sur Sésame, sachant qu'il y en a plein qui font les deux, en fait. Ok. Un étudiant qui font Access et Access Sésame, il prend une place à Access, une place à Sésame, tout simplement.
Et après, vous serez suivi par moi. Et pour les questions de cours sur dans les autres matières, ça sera avec les profs directement. Et en gros, moi, quand on rentre dans la partie préparation, je suis à fond avec vous. En fait, ma journée, c'est de répondre aux parents, de répondre aux étudiants. Je fais quelques cours. Les cours de mathématiques, je les donne que le lundi, mercredi, vendredi. Je fais quelques cours de soutien de mathématiques, souvent ça prend 2 heures par semaine où je réexplique à des étudiants des choses qui sont pas compris. Je vous ai dit, je vous prends en individuel, mais parfois, si vous êtes deux ou trois à pas avoir compris, je vais vous prendre par deux ou trois, hein, tout simplement. En moyenne, ça me prend 2 heures par semaine, ça. Donc je vais pas le faire toutes les semaines avec les mêmes étudiants. Mais en gros, il y a des étudiants, je les vois 4 5 fois dans l'année, d'autres, je les vois 0 fois en individuel parce que ça roule. Mais c'est partie du suivi, quoi, tout ça, encore une fois. Et d'aide de motivation, bah pareil, ça arrive au compte-gouttes sur pendant 3 mois, entre janvier et mars, je corrige des lettres, c'est pas grave, ça me prend même pas 10 minutes par lettre, je le fais. Et si vous avez des questions, même au moment de Parcoursup, au moment de vos choix, etc., on pourra s'organiser des visios, on se prend une demi-heure ensemble, je vous explique ce que vous comprenez pas, je vous dis ce que je pense, et quand je sais pas, je vous dis que je sais pas, et je vais chercher l'information, et je vous aide vraiment, je vous guide, quoi. En fait, enfin, comment dire, il y a quelqu'un qui demandait tout à l'heure, dans les autres prépas, en fait, c'est que des stages intensifs. En fait, la grosse différence entre une prépa classique, je dirais prépa campus, au-delà des cours hebdomadaires, etc., c'est que quand vous allez dans une prépa, normalement, vous appelez n'importe quelle prépa, cours du Parnasse, PGE, PGO, je vous donne les noms si vous voulez, euh, IPSUP, etc. En fait, vous allez appeler, vous allez tomber sur le standard, vous allez vous inscrire, vous allez payer, vous allez faire vos cours, ils vont être bien les cours, et c'est terminé. Après, c'est fini. Quand vous inscrivez chez nous, tout le suivi, en fait, il va être avec moi directement. Donc, vous n'allez pas avoir. Enfin, quand vous avez une question, c'est à moi que vous allez la poser. Donc, vous allez avoir quelqu'un d'expert sur le sujet qui vous répondra. Après, on a d'autres profs aussi qui sont d'ailleurs très experts sur enfin, les autres profs aussi qui sont vraiment très experts sur les concours qui vont vous suivre et pourront aussi vous répondre très précisément sur plein de sujets aussi d'ailleurs. Mais ça va être avec moi directement. Et en fait, la différence, c'est que vous allez avoir un suivi qui va en fait, vous accompagner toute l'année. Donc, au-delà des cours, ça a presque autant de valeur que les cours, si n'est plus. Ça veut dire que après votre stage d'anglais et d'analyse documentaire, quand on vous conseille spécifiquement ce que vous devez travailler et que sur votre plateforme, vous pouvez retrouver les exercices que vous avez besoin de faire pour vous entraîner, c'est ça en fait qui fait que vous vous maintenez et que vous améliorez même après le stage. En fait, le but, c'est pas de faire un one-shot, un coup d'épée dans l'eau et disparaître. Ok. Maintenant, une matière comme l'analyse documentaire, ça se travaille mieux en stage intensif qu'en cours hebdo, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de documents. Et si en fait on finit pas un document à la fin d'un cours, si vous revenez dessus la semaine d'après, vous avez tout oublié et on peut pas le faire. Alors que si c'est du jour au lendemain, bah, il n'y a pas de souci, vous reprenez là où vous étiez arrêté. Et puis même pour ingérer la méthode, répéter les exercices, c'est beaucoup mieux. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai l'impression qu'on arrive au bout. Bah, super, bah, je vous remercie à tous d'arriver jusqu'à là, hein. Je vous remets le numéro de téléphone si jamais vous avez besoin de me contacter. De toute façon, vous allez le retrouver dans les mails que je vous ai envoyés. Demain, vous recevrez aussi le replay de la conférence avec les slides, comme promis. Et bah, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Si vous ne les avez pas reçus, regardez vos spams. Ça peut tomber en spam, ça arrive. Ok? De toute façon, si vous avez d'autres questions, vous avez mon numéro. Et je vais vous dire quelque chose de plus, c'est que si jamais vous n'avez pas les moyens de vous inscrire à une prépa, c'est possible. Si vous avez des questions sur les concours, etc., mais appelez-moi. C'est pas grave si vous inscrivez pas. Je prends 15 minutes de mon temps pour répondre à vos questions. Ça me coûte rien. Euh, et et, euh, et j'ai été utile. OK? Donc, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas si d'autres questions vous viennent à me les poser par mail, par téléphone. Ça me dérangera jamais de répondre à ce type de problème. C'est ce que je fais toute la journée. C'est mon boulot. C'est à ça que je sers. Donc, ne vous gênez pas. OK? Même si vous n'avez pas l'intention de vous inscrire, c'est pas grave. Je prends ce temps-là, il n'y a pas de souci. Vous, ça vous fera gagner des heures précieuses, ça vous éclaircira. Et moi, ça me fera 15 minutes dans ma journée, j'aurai fait une bonne action, et c'est très bien comme ça. Ah, et je m'excuse hein, pour le bruit qu'il y a eu pendant la conférence. C'est pas comme ça d'habitude. C'est jamais comme ça d'habitude d'ailleurs, mais cette fois-ci, c'est comme ça. Je suis désolé. Bonne soirée tout le monde, et merci pour votre participation. Moi, ça montre que vous êtes humain. Bah, on est tous humains, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas parlé avec un robot pendant toute la journée, pendant toute la soirée. Au revoir.